Bien, bonsoir à tous, bienvenue pour cette séance des Amis du CRIF. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Monsieur Éric Ciotti, président des Républicains. Je vous demande de l'applaudir s'il vous plaît. Alors il sera interviewé par notre ami Frédéric Aziza, que vous connaissez tous, dont on sait qu'il peut parfois être un petit peu taquin dans les interviews. Est-ce qu'il a prévu d'être sage ce soir ? Je voulais ce soir commencer d'abord par remercier Éric Ciotti d'avoir répondu présent à notre invitation, mais aussi le remercier peut-être pour un engagement de long cours à nos côtés. L'engagement de long cours évidemment contre l'antisémitisme. Nous connaissons son combat aussi bien sur le plan local, je veux le rappeler, à Nice et dans les Alpes-Maritimes, mais au-delà évidemment sur le plan national, avec une clairvoyance et un courage qui doivent être soulignés, et je voulais pour ça que nous le remercions tous collectivement. Souligner aussi peut-être l'engagement qui a été le vôtre dans des voyages de la mémoire. Vous avez, avec le département des Alpes-Maritimes, veillé à ce que chaque année des classes puissent se rendre à Auschwitz depuis maintenant une vingtaine d'années, pour effectivement travailler sur les questions de mémoire de la Shoah. Et là aussi, c'était d'une certaine manière précurseur, à un moment où peu de départements le faisaient, peu d'élus s'engageaient sur ces sujets. Donc merci aussi à vous d'avoir été de ce combat-là à nos côtés. Alors évidemment, Éric Ciotti est aussi un ami d'Israël, vous le savez. Il a eu l'occasion à maintes reprises de le démontrer. Nous aurons l'occasion, j'imagine aussi, d'en parler ce soir. Mais je tenais évidemment à le rappeler en prenant la parole maintenant. Dernier point, mais nous aurons aussi l'occasion d'en discuter. Je veux lui dire combien repose sur ses épaules une lourde responsabilité, celle de faire barrage à l'extrême droite. On a besoin d'une droite républicaine forte, claire face à l'extrême droite et dans sa capacité à tenir cette digue. Mais là aussi, je fais confiance à notre ami Frédéric pour que ces questions-là soient évoquées dans l'échange qui va s'ouvrir. Merci beaucoup, cher Éric Ciotti. Merci à vous d'être présent. Et je salue mes prédécesseurs, Richard Prasquier, Roger Kuckerman, qui sont présents ce soir, ainsi que les présidents d'institutions présents, et puis chacun d'entre vous. Merci à vous. Alors merci, bonjour Éric Ciotti, bonsoir pardon. Merci d'être avec nous dans le cadre de cette rencontre avec les Amis du CRIF. Alors on va peut-être parler par l'actualité. L'actualité du jour, c'est l'ouverture, 43 ans après, du procès de l'attentat antisémite de la rue Copernic, qui fut le premier attentat antisémite depuis la Shoah. Le principal suspect, un Libanais, Hassan Diab, qui est au Canada, après avoir été extradé de ce pays vers la France en 2014 et renvoyé au Canada en 2018. Qu'est-ce que cela vous inspire, Éric Ciotti ? Et déjà, d'ailleurs, à l'époque, est-ce que vous avez un souvenir de cet attentat de la rue Copernic ? Vous étiez tout jeune, mais est-ce que vous avez ça dans votre mémoire ? Oui, j'ai un souvenir. J'ai un souvenir comme tous ceux. J'avais à l'époque 25 ans, donc c'est quand même l'âge où on commence à mesurer la gravité des instants et des moments. Cet attentat, premier attentat antisémite depuis la Seconde Guerre mondiale, a frappé notre pays. Ce fut un choc terrible. Et aujourd'hui arrive l'heure de ce jugement, une heure bien tardive. 43 ans plus tard, cet attentat est intervenu le 3 octobre 1980, c'était un vendredi, un soir de Shabbat, devant cette synagogue, je crois qui était gérée par l'association libérale juive. 43 ans pour obtenir réparation. Ces années sont quelque part aussi le signe d'une faillite d'un système judiciaire qui, dans cette affaire, a failli. On a la décision de ce juge d'instruction qui prononce un non-lieu, et puis la cour d'appel qui a
heureusement, je dirais, en a décidé autrement. Entre-temps, une extradition d'Hassan Diab, et puis le retour au Canada. Il est aujourd'hui au Canada, il ne sera pas jugé. Donc c'est ce que ça m'inspire, c'est que la réparation est nécessaire, elle est extraordinairement tardive, c'est quelque part une forme de faillite. La justice ne peut pas être aussi longue, même si elle ne doit naturellement rien effacer de ce crime odieux. Et puis cet attentat, c'est aussi la phrase qui a beaucoup marqué et qui avait beaucoup marqué nos compatriotes de confession juive, de Raymond Barre, en disant que cet attentat avait frappé des Français innocents. C'était naturel. Il avait dit d'ailleurs, je crois, des Israélites. Aurait pu viser des Français innocents. Enfin, elle a visé des Français innocents. C'était naturellement une phrase extrêmement choquante. Paix à son âme, Raymond Barre n'est plus là, mais quelle faute et j'imagine la colère au-delà de l'émotion de cet attentat que les Français de confession juive ont pu recevoir comme une véritable insulte en ce moment. Puisque vous parlez de la faillite de la justice concernant Hassan Diab, donc extradé en France en 2014, renvoyé au Canada en 2018, mais pourquoi ? Parce qu'un juge a considéré que, je le cite, les allégations portées contre lui, contre Hassan Diab, n'étaient pas justifiées, et donc il a ordonné sa libération immédiate. Ça vous inspire quelque chose ? Je l'ai dit, c'est quelque part c'est notre système judiciaire qui, en l'occurrence, reposait sur la décision d'un seul homme. Les voies d'appel ont été concluantes, puisque la Cour d'appel a renvoyé devant les assises Issam Diab. Donc la justice a fait son œuvre, mais que de temps perdu. Et aujourd'hui, quelle insatisfaction de voir que dans ce procès, l'auteur soupçonné principal ne sera pas jugé et sera absent. Il sera jugé, mais il sera absent. Il sera absent, et justement, je parlais avec quelqu'un qui est proche de vous tout à l'heure et qui me disait, il y a une question qu'on peut se poser. Les services secrets, ils ne servent pas à ce genre de choses, à récupérer un criminel comme ça, un terroriste ? C'est manifestement pas la pratique. Il y a aussi, dans l'attentat de la rue des Rosiers, une situation où on sait que les 3 auteurs qui sont aujourd'hui poursuivis vivent 2 en Jordanie, 1 à Ramallah. On a souvent, avec Meyer Habib d'ailleurs, posé cette question à l'Assemblée nationale parce que nous devrions demander l'extradition aussi de cette personne et qui, je n'ai plus le nom en tête, et je sais que ça a été l'objet d'interventions diplomatiques au plus haut sommet, y compris avec le président de la République actuelle, mais je regrette que cette personne soit toujours aujourd'hui à Ramallah. Alors, et vous attendez quelque chose de ce procès ou pas, même en l'absence de Hassan Diab, 43 ans après ? La vérité, la justice sont toujours bonnes à dire. Il vaut mieux qu'il y ait une justice qu'il y ait quelque part le temps qui efface tout. La justice passera dans les conditions que l'on connaît et qui sont loin d'être satisfaisantes, mais c'est mieux qu'elle passe qu'elle ne passe pas. Alors, 43 ans après, est-ce que l'antisémitisme a changé de nature ? L'antisémitisme a plusieurs visages, mais il est, d'où qu'il vienne, tout aussi détestable. On a cet antisémitisme qui trouve des justifications dans l'antisionisme ou dans le pseudo-combat qui est conduit par les Palestiniens. On a un antisémitisme historique qui vient de l'extrême droite et qui a porté les abominations ultimes dans cette entreprise de destruction des Juifs au travers de la Shoah. Il y a aussi, et il faut le regarder, il faut le dénoncer, un antisémitisme d'extrême gauche aujourd'hui qui avance, qui a avancé longtemps à bas bruit.
sous cette dissimulation de l'antisionisme, mais qui aujourd'hui, dans beaucoup de territoires, dans beaucoup d'organisations, s'exprime à visage découvert. Ces antisémitismes ont tous les mêmes racines et doivent tous être combattus avec la même énergie. Il n'y a pas un antisémitisme aujourd'hui qui serait plus excusable qu'un autre sous couvert de conflits. Voilà. Et cet antisémitisme d'extrême gauche, il monte aujourd'hui, on le voit dans les rues, on le voit dans les manifestations, on le voit dans les crimes abominables qui ont été commis à l'égard de juifs en France. Voilà, que ce soit Sarah Halimi, que ce soit Mireille Knoll. Et là, c'est plutôt un antisémitisme islamiste. Il y a, mais il y a cet islamo-gauchisme. Il y a cet islamo-gauchisme qui aujourd'hui, on l'a vu avec Mera, qui est là et qu'il faut bien entendu combattre de toutes nos forces. Antisémitisme d'extrême gauche et antisémitisme d'extrême droite, pour vous, c'est pareil ? L'antisémitisme, voilà, je ne sais pas si on peut faire une hiérarchie dans l'horreur, une graduation dans l'abominable. Je crois que ça appelle le même combat de tous ceux qui sont attachés aux valeurs essentielles de notre nation, aux valeurs universelles qui prônent et qui portent la liberté dans le monde. Donc c'est le même combat qui doit être livré sans nuance ou sans exception ou sans graduation. Antisémitisme toujours, plus de 100 ans après. Vous avez déposé une proposition de résolution visant à reconstituer la carrière du capitaine Dreyfus pour l'élever au grade de général. À quoi cela peut-il servir ? Qui vous soutient ? Et avez-vous bon espoir que cette résolution soit adoptée par le Parlement français ? Alors cette proposition, j'en avais parlé, je l'avais déjà portée il y a quelques années, elle n'a pas prospéré, mais elle était issue d'une conversation avec Haïm Corsia et visant à reconstituer ce qu'aurait été la carrière du capitaine Dreyfus s'il n'avait pas subi le parcours que vous connaissez, qui reste une tâche pour la France, même s'il y a eu la réhabilitation, la réparation. Donc je crois que c'est aussi un de ces symboles qui doit porter le combat des valeurs universelles et de la grandeur, qui me soutient, on va le voir dans quelques jours à l'Assemblée nationale, mais je porte l'espérance qu'on arrive dans une large majorité, je ne suis pas certain qu'elle emporte l'unanimité, à porter ce débat dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour voter cette résolution. Je pense que la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, y sera favorable. Vous avez discuté, je suppose, avec vos collègues. Est-ce qu'il y a des partis qui sont enclins de ne pas la voter, cette résolution ? Le Rassemblement national, qu'est-ce qu'il va faire ? Je n'en ai pas discuté. C'est une proposition qui émane de mon groupe, du groupe des Républicains. On verra si, et elle est portée par les députés du groupe, on verra si demain elle vient dans l'hémicycle, qui la soutiendra ou qui ne la soutiendra pas. Ça sera une heure de vérité quelque part. Une heure de vérité aussi, avec une autre résolution. Les députés communistes ont inscrit à l'ordre du jour de leur niche parlementaire, ça va être le 4 mai, une proposition de résolution condamnant, je cite, l'institutionnalisation par Israël d'un régime d'apartheid dans l'intention de maintenir la domination d'un groupe racial, sous-entendu juif, sur un autre. Une proposition donc, qui avait été signée en juillet dernier, quand elle avait été présentée par une trentaine de députés issus des rangs de la NUPES, PC, LFI, ELV et même quelques élus socialistes qui, a priori, ont décidé de ne plus signer cette résolution. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire beaucoup de colère. Et vous avez déjà réagi d'ailleurs. J'avais réagi au moment où la résolution avait été déposée. J'ai réagi hier, vendredi, quand on a mesuré que le groupe GDR, c'est-à-dire les anciens, les communistes,
anciens parce qu'ils sont moins nombreux, mais enfin, l'idéologie reste, ont déposé ce texte qui est, pour moi, une forme d'insulte, d'abomination, d'ignominie. Je l'ai dénoncé en ces termes. Je crois qu'il n'y a pas de mot qui justifie de comparer l'État d'Israël à un État qui entretient, qui installe, qui organise l'apartheid. C'est une insulte, c'est une contre-vérité. Et je serai bien sûr mobilisé lorsque ce texte, le 4 mai, sera présenté dans ce qu'on appelle la niche des groupes parlementaires, puisque une fois par an, chaque groupe a une journée d'initiative parlementaire où il peut inscrire des textes. Donc ce n'est pas une initiative ni de la majorité parlementaire, ni du gouvernement, puisque le gouvernement est maître du jour de l'Assemblée nationale, à l'exception près d'un accord qu'il peut trouver en conférence des présidents avec tous les groupes, ou de ces journées d'initiative parlementaire, où les groupes parlementaires ont le loisir d'inscrire des propositions de résolution ou des propositions de loi qui sont examinées simplement en une journée. Voilà. Est-ce que cette proposition ne prospérera pas, ouais. Elle sera rejetée, mais elle est là pour provoquer, pour attirer l'attention, pour faire mal. C'est une forme de provocation qui n'a que pour objectif de faire parler d'elle de façon totalement déplacée. Est-ce que vous faites partie de ceux qui considèrent que l'utilisation du terme groupe racial pour parler des Juifs fait le jeu quelque part de ce nouvel antisémitisme qui a tué 11 Juifs français depuis 2006? Bien sûr, et je le dis, cette proposition honteuse revêt des relents antisémites. Et cette phrase que vous avez extraite du texte, de l'objet de cette proposition de résolution, le signifie très clairement et de façon irréfutable et incontestable. C'est une proposition de résolution d'essence antisémite. Alors, puisqu'on parle d'Israël, l'actualité israélienne. Samedi, pour la 13e semaine consécutive, des centaines de milliers d'Israéliens ont manifesté donc, contre la réforme judiciaire de Benjamin Netanyahou. Le CRIF, d'ailleurs, avait demandé, il y a quelques jours, dans un communiqué au Premier ministre israélien, de suspendre cette réforme. Qu'est-ce que vous inspire la situation en Israël? Je crois que cette réforme a été suspendue. Enfin, j'en suis Mais certains, sûr. autour de Benjamin Netanyahou, disent, après la trêve de Pessah, elle sera remise à l'ordre du jour. C'est une des hypothèses. Alors, je vais être très clair. D'abord, c'est une affaire qui relève de la souveraineté de l'État d'Israël. Pour moi, Israël est un État démocratique. C'est même le seul État démocratique de la région. Et moi, je fais confiance aux institutions démocratiques. J'ai toujours un peu de mal avec des commentaires qui sont portés depuis l'étranger sur des décisions souveraines que la France ou que le Parlement français peut être amené à prendre. Ça vaut pour les États, ça vaut pour des organisations internationales. Quand je vois que la Commission européenne des droits de l'homme vient de nous donner des leçons sur le maintien de l'ordre en France, qui est un maintien de l'ordre qui est exemplaire, puisque c'est celui qui, au monde, dans les opérations de maintien de l'ordre, est le plus protecteur de la vie des personnes. Il y a toujours, bien entendu, des dégâts, mais quand certains commettent des exactions, et c'est d'actualité, on en reparlera sans doute, il est nécessaire qu'il y ait une riposte proportionnée de la part de ceux qui disposent du monopole de la violence légitime. Je fais... Oui, mais on parlera de ça tout à l'heure. Oui, oui, je m'écarte pour dire que j'aime pas beaucoup qu'on vienne porter des jugements sur ce qu'on fait. Alors, je vais et poser donc, la question à contrario, ouais. Mais je vais être très clair, ouais. J'aime pas beaucoup porter des jugements sur ce qui est fait dans des grandes démocraties, parce que pour moi, Israël est une démocratie, il y a une logique, il y a des oppositions, il y a un débat. Sur la forme, le Premier ministre israélien est un ami, Benjamin Netanyahou, je le respecte et je dis et je lui redis mon amitié. Je l'ai rencontré lorsque je suis allé
C'était il y a environ un an, au mois de mars ou avril dernier. Il m'a reçu, il n'était pas encore Premier ministre. J'ai eu l'occasion de le voir. Je me rappelle, il y a une quinzaine d'années, la première fois que j'étais, une vingtaine d'années à aller en Israël, il était dans l'opposition, il était candidat, il nous avait reçus avec une délégation de Niçois. Je vois Lucien Sama qui est là, je crois qu'il était de ce voyage à l'époque. Bon, sur la question de fond, attendez, j'entends... Une question par rapport à ça, puisqu'on parle d'Israël, mais je vais faire le parallèle avec la France. Si en France, les autorités politiques décidaient de supprimer le Conseil constitutionnel, c'est un peu ce qui se passe en Israël. Qu'est-ce que vous en diriez ? Il y a deux points dans cette réforme. Un, c'est si j'ai bien compris, il y a une modification de la composition de la Cour suprême, puisque désormais, aujourd'hui, je crois que c'est 9 membres, 2 du gouvernement, 2 du barreau, 3 magistrats de la Cour suprême, 2 ministres qui désignent les membres de la Cour suprême. Demain, ça serait le gouvernement. Bon. C'est en gros, je ne sais pas si j'ai bien compris, c'est en gros ce qui se passe en France, où ce sont des institutions politiques qui désignent les membres du Conseil constitutionnel. De couleurs politiques différentes. Le président de la République, qui peuvent être de couleurs similaires. Le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Donc là-dessus, c'est le cas aux États-Unis aussi, où les membres de la Cour suprême sont désignés par le chef d'État américain. Donc là-dessus, c'est une position qui, personnellement, me choque pas plus que ça. Il y a le deuxième volet de cette réforme, qui est le fait de pouvoir revenir sur une décision de la Cour suprême à une majorité simple de la Knesset, enfin en tout cas une majorité absolue. C'est, encore une fois, la Knesset a ses fonctionnements, je n'ai pas à les apprécier ou à les juger. Elle est désignée au scrutin proportionnel, donc obtenir déjà une majorité absolue, c'est quelque part une forme de majorité qualifiée chez nous. Sans doute serait-il préférable qu'il y ait une majorité qualifiée beaucoup plus forte, qu'elle soit des 3/5, comme c'est le cas en France pour que le Congrès ratifie une modification constitutionnelle. Voilà, ce débat, il est posé, ce sont des questions de fond. Je n'y vois pas pour autant une atteinte à la démocratie de façon... J'entends l'émotion qui est soulevée, elle traverse aussi les positionnements politiques de chacun que je respecte. Je ne sais pas si cette réforme sera ou pas adoptée, si elle ira au bout, si elle sera retirée. C'est un débat qui appartient au peuple israélien et au gouvernement démocratique d'Israël et au Parlement d'Israël. Si elle devait être adoptée, je ne verrais pas Israël comme un pays qui a tourné le dos à la démocratie. Israël-France, ça vous satisfait que Benjamin Netanyahou soutienne Meir Habib dans cette partielle dans la 8e circonscription des Français de l'étranger? Vous connaissez comme moi les liens d'amitié entre Benjamin Netanyahou et Meir Habib. Voilà, je ne sais pas s'il a soutenu, je n'ai pas vu de déclaration officielle, j'ai vu qu'il avait reçu. Voilà, renier une amitié n'est jamais quelque chose que je perçoit positivement. Il a témoigné son amitié. Après, on connaît les choses. C'est pas Benjamin Netanyahou qui vote. Ce sont des électeurs français qui votent depuis l'étranger, depuis l'Italie, depuis la Grèce et depuis Israël pour un député français siégeant à l'Assemblée nationale. Et en tout cas, je me réjouis qu'il ait eu hier une large confiance, 38%, 39% quasiment, 10 points de plus qu'en juin. Il avait eu 190 voix de plus que son adversaire au premier tour et 200 au second. Et là, il en a eu 1900 d'avance au premier tour. Donc, c'est de bon augure à l'Assemblée. J'espère qu'il reviendra vite et siéger dans mon groupe, puisque nous siégeons dans le même groupe. Alors, votre candidat Habib, qui est d'ailleurs aussi soutenu depuis cet après-midi par le vice-président Rassemblement national de l'Assemblée nationale, Sébastien Chenu.
vous en félicitez? Vous trouvez ce soutien embarrassant? Est-ce que vous acceptez ce soutien? Est-ce que Meir Habib doit accepter ce soutien? Ce que je comprends, c'est que vous ne le soutenez pas. Mais Non, ça, moi, je parle du soutien du Rassemblement national. Non, on ne va pas mélanger les choses. Je parle de ce principe. Est-ce que vous acceptez le soutien du Rassemblement national, un soutien qui concerne l'un de vos candidats? Je crois que ce soutien n'est absolument pas nécessaire et que c'est une petite manipulation, comme certains sont coutumiers, et que Meir Habib se débrouillera tout seul pour gagner cette élection sans ces soutiens qui sont, au demeurant, pas recevables et en tout cas inutiles. Alors, on va revenir au climat politique marqué en France, marqué par la virulence des débats à l'Assemblée, vous l'avez constaté, par des menaces, par des violences contre des députés, des élus, vous en avez fait partie, et puis aussi ces violences dans le cadre des manifestations contre la réforme des retraites, ou dans les Deux-Sèvres, à Sainte-Soline, il y a 10 jours. Qu'est-ce que ça dit du débat politique et de la France, et comment vous pensez qu'il faut réagir face à ça? Je suis intervenu mardi dernier à l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement pour dénoncer cette violence à Sainte-Soline, pour dénoncer cette violence dans la rue. Depuis le début des mouvements sociaux, et si on y rajoute l'épisode de Sainte-Soline, plus de 450 policiers et gendarmes ont été blessés dans des opérations de maintien de l'ordre républicain. J'ai été extrêmement choqué par ce déferlement de violence, par ceux qui, attisés par l'extrême gauche, parce que vous avez parlé des menaces de l'extrême droite, j'y rajouterai à égal les menaces de l'extrême gauche. Quand vous dites l'extrême gauche, c'est LFI ou oui, Mélenchon, c'est très clairement LFI en priorité, mais Sainte-Soline, il y avait aussi des écologistes qui sont portés par la même idéologie extrémiste. C'est un déchaînement de violence qui est insupportable, et je le dis, ce sont aujourd'hui sans doute les premiers dangers contre la démocratie. Ils ont voulu transformer l'hémicycle de l'Assemblée nationale dans une ZAD, ils ont voulu porter la violence dans la rue, ils n'ont jamais condamné la violence contre les policiers, contre les gendarmes, et ils véhiculent aujourd'hui un discours révolutionnaire, un discours qui vise à détruire nos institutions de la République. L'idéologie des Insoumis, elle conduit à détruire les institutions démocratiques de la République. Quand M. Mélenchon demande à ce que les policiers soient soignés, ça veut dire qu'il veut réouvrir aujourd'hui des centres de rééducation idéologique à l'égal de ceux que l'on a pu trouver dans le passé, dans le bloc soviétique ou aujourd'hui dans l'alliance bolivarienne au Venezuela. C'est cette vision de la société qui est en tout point terrifiante. Et c'est cette vision qui attise la violence, qui l'entretient en la justifiant. Donc ceux qui pillent, ceux qui brûlent, ceux qui caillassent les policiers, ceux qui s'attaquent aux élus. Moi, ma permanence a été caillassée. D'ailleurs, un des auteurs présumés de ce caillassage, plus que présumé, puisqu'il est passé en comparution immédiate, et c'est déjà plus qu'une présomption de culpabilité. C'est un journaliste d'extrême gauche qui le revendique. Donc il y a cette violence qui est portée, les menaces que l'on reçoit plus ou moins de façon anonyme viennent très souvent des mêmes protagonistes. Donc il y a un danger d'extrême gauche en France, et il ne faut pas le minorer, il ne faut pas le cacher, il faut le combattre avec beaucoup de détermination. Ce qu'on a vécu à l'Assemblée nationale, les règles du jeu avaient été annoncées, puisque la présidente d'Europe Écologie Les Verts avait parlé de transformer l'hémicycle en une ZAD. Voilà. Alors, ils y sont quelque part un peu parvenus. Par rapport à Sainte-Soline, cette manifestation violente d'il y a 10 jours,
qui était interdite. Et pourtant, justement, la secrétaire nationale des Verts, Marine Tondelier, plus une dizaine de parlementaires, ELV et Insoumis, y ont participé. Vous en pensez quoi? Et est-ce que des députés qui participent comme ça à une manifestation interdite, qui était annoncée comme violente, doivent être sanctionnés? Nous avons écrit avec mes collègues du groupe des Républicains à la présidente de l'Assemblée nationale pour que cette situation que vous décrivez soit soumise à l'appréciation du bureau de l'Assemblée nationale pour ouvrir droit à des sanctions. Ça sera quand à l'ordre du jour du bureau de l'Assemblée nationale? Il y a une réunion du bureau de l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Je pense que ce point sera inscrit. En tout cas, nous l'avons demandé, je l'ai demandé. Je siège au bureau de l'Assemblée nationale en tant que questeur de l'Assemblée. Et c'est un point que personnellement j'évoquerai. Il est en effet totalement scandaleux qu'un parlementaire ceint de son écharpe tricolore puisse participer à une manifestation interdite et qui plus est violente, en justifiant d'ailleurs cette violence, puisque non seulement ils ne se sont pas excusés d'avoir participé à cette réunion, mais ils ont justifié son caractère violent, ce qui est pour moi inacceptable et intolérable. Et ils ont dit que les manifestants, donc parmi eux, il y avait 6 ou 8 000 manifestants, 1000 qui étaient violents, armés d'explosifs, de grenades artisanales, de cocktails Molotov, d'un chalumeau, de haches et de couteaux, d'un chalumeau. Donc ils ont dit que c'était des militants écolos. C'est des militants écolos pacifistes ou c'est des éco-terroristes? Ce sont des éco-terroristes. Je crois que le ministre de l'Intérieur a utilisé ce terme il y a quelques mois. Je le fais mien. Je crois que ces personnes, ces groupes, ces fameux Black Blocs, qui viennent d'ailleurs de l'Europe entière, sont venus là pour tuer un gendarme, pour tuer un CRS. Ils étaient armés, pas simplement de cailloux, mais d'armes qui pouvaient tuer, d'armes létales, de cocktails Molotov, de mortiers qui ont été tirés sur des véhicules dans lesquels se trouvaient des gendarmes, véhicules qui ont été incendiés volontairement. Donc c'est cette situation qui doit d'ailleurs ouvrir à des procédures judiciaires, parce qu'il faut que ces personnes soient recherchées et soient sanctionnées fortement. Et donc vous dites, j'approuve le ministre de l'Intérieur, je partage, enfin je dis comme lui, ce sont des éco-terroristes. Je suppose que quand il dit je veux plus aucune ZAD en France, pas seulement à l'Assemblée nationale, mais en France, vous dites il a raison. Bah, il a raison, mais alors comment faire? Il se complaît souvent de mots. Ce qu'il faut, ce sont des actes. Ouais. Si on en est là, c'est peut-être parce qu'on a reculé à Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, c'était un projet qui avait été validé démocratiquement par un référendum, qui avait fait l'objet, je crois, de 28 décisions judiciaires, qui avaient tous approuvé les procédures, et l'État, Édouard Philippe d'ailleurs, pour ne pas le nommer, a reculé devant la violence. Quand on recule devant la violence, on laisse entendre que la violence est un moyen de revendication dans une démocratie. Je pense que si on n'avait pas reculé à Notre-Dame-des-Landes, il y aurait eu sans doute des réactions différentes, comme voilà, on pouvait avoir ce débat aussi face à la dérive du mouvement des Gilets jaunes, qui était au départ un mouvement de révolte contre l'excès de fiscalité que subit notre pays, que subissent nos compatriotes. La France est le pays où chaque année on gagne la Coupe du Monde des impôts. Le taux de prélèvement obligatoire est le plus élevé des pays de l'OCDE en France. On a encore franchi un record, 45,3%. On peut comprendre à un moment qu'il y ait une révolte fiscale. Personnellement, j'en fais le cœur de mon engagement politique en disant on ne peut plus continuer à payer autant d'impôts, et d'autant que ces impôts sont très souvent inefficaces, parce que plus on paie d'impôts, moins on a des services publics qui rendent le service pour lequel l'impôt est justement prélevé. Donc il y a eu au départ, d'ailleurs un mouvement qui au départ était populaire et qui a dérivé
parce qu'il a été aussi pris en otage par l'extrême gauche, par l'extrême droite aussi, et qui a conduit à un déchaînement de violence, comme les images de l'attaque de l'Arc de Triomphe, qui a choqué, qui a fait basculer ce mouvement dans une ultra-violence. Mais quelque part, ils ont obtenu gain de cause aussi sur des décisions qui ont été prises. Donc je crois que la démocratie, c'est ne jamais céder face à la violence. Et quand on met le petit doigt dans cet engrenage où on accepte que la violence soit en démocratie un motif légitime de revendication, on en paie un jour ou l'autre le prix. Eh bien, Notre-Dame-des-Landes, ça a été un très, très mauvais signal de renoncement de l'état de droit, de la démocratie directe, par un référendum, de décisions des tribunaux administratifs, du Conseil d'État, qui ont d'un trait de plume été balayés parce qu'on avait peur de cette violence et qu'on avait la volonté de donner des gages à ceux qui, écologistes de salon, prônaient l'arrêt de ce projet. Voilà. Et là, on est à peu près dans le même cadre, malheureusement. Je reviens à Gérald Darmanin. Les Verts et les Insoumis demandent sa démission. Ils ont raison ou pas? Ce n'est pas à des groupuscules d'extrême gauche, extrémistes, à demander la démission d'un ministre. Voilà, ils sont dans leur excès, dans leur outrance. En tout cas, je le dis sur cette affaire, je l'ai dit à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur a fait son travail, les policiers ont exercé avec respect de notre État de droit leur mission de maintenir l'ordre républicain, et dans cette affaire, il n'y a aucune raison d'attaquer le ministre de l'Intérieur, les policiers ou les gendarmes. Alors, cette séquence réforme des retraites, elle fait plonger la France dans une crise. C'est quoi? C'est une crise politique, une crise sociale ou, au-delà même, une crise de la démocratie? Sans doute les trois. Crise sociale, bien sûr, parce que cette crise, elle intervient après une succession de crises, de difficultés pour les Français. Crise sanitaire, 2 ans de difficultés, crise du pouvoir d'achat après et pendant le conflit né de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, crise politique aussi, parce que bien entendu, il y a un défaut de majorité à l'Assemblée nationale, il y a un défaut sans doute d'explication, de méthode, de concertation, et puis de façon peut-être plus structurelle, une forme de crise de notre démocratie représentative. Quand on mesure élection après élection que le taux de participation aux grands rendez-vous démocratiques est de plus en plus faible, quand le regard porté sur ceux qui nous dirigent est de plus en plus critique, on se dit sans doute qu'il peut y avoir une crise de notre démocratie représentative, qu'elle doit être, je dirais, refondée, qu'elle doit être régénérée, qu'elle doit être revivifiée, que le message de colère et de défiance qui existe dans le pays doit appeler les responsables publics que nous sommes à agir différemment. On parlait des responsabilités tout à l'heure. Je crois qu'aujourd'hui, la vie politique souffre du court-termisme, souffre de l'immédiateté, souffre de l'influence portée par les réseaux sociaux, par les chaînes d'information, qui conduisent à privilégier la démocratie de l'émotion, de la réaction, à la démocratie de l'action. Et nos concitoyens sont pour beaucoup plongés dans des difficultés sociales, des difficultés sécuritaires, des difficultés de logement, des difficultés dans l'accès à nos services publics,
Regardons la dégradation de notre service public de santé, où on a du mal pour 6 millions de Français à trouver un médecin référent, où on ferme des services d'urgence, comme ce fut le cas dans ma ville, 5e ville de France, en plein mois de juillet, où on a été contraint de fermer un des plus importants services d'urgence de France, où on a des difficultés dans le système judiciaire pour simplement obtenir dans un délai raisonnable un jugement. Donc il y a cette crise profonde qui touche nos services publics et qui fait douter de la capacité des hommes politiques à être toujours des hommes d'État, à regarder loin, à regarder plus loin que le journal de BFM et de l'émotion ou du commentaire qui en sera fait ou qui en sera faite pour dresser comme des grands hommes d'État en France, le général de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, avec de la planification, avec de la stratégie, réfléchissez sur l'état de notre pays dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Ce fut le cas pour le programme nucléaire, qu'il soit civil ou militaire. Ce fut le cas sur l'industrialisation, nos grands projets structurants, le TGV, les autoroutes, Airbus, les grandes filières industrielles, l'automobile, l'énergie. Eh bien, aujourd'hui, il y a une émotion, voilà, on ne réfléchit plus, on a un comportement moutonnier pour faire plaisir à une opinion toujours de plus en plus sévère. Et au final, cette opinion, eh bien, elle regarde ceux qui se sont complets dans cette situation de façon très critique. Et ça nourrit la crise de la démocratie. Et alors, pour sortir de cette crise, il faut attendre 2027, la présidentielle, où il faut essayer, vous, LR et Emmanuel Macron et la majorité relative Renaissance, d'essayer de faire un bout de chemin ensemble. Sous la Ve République, il y a une élection qui commande toutes les autres, c'est l'élection présidentielle. Voilà. C'est la mère des batailles ou des élections. C'est la clé de voûte. Le général de Gaulle l'a voulu. Et bon, ça fait maintenant près de 70 ans que nous sommes sous des institutions solides qui ont permis l'alternance démocratique de droite à gauche et puis de gauche vers un horizon plus indéterminé qu'on a appelé le Nouveau Monde. Bon, c'est comme ça. Nos institutions, elles sont solides. Je m'inquiète aujourd'hui d'une forme de retour à la 4e République. Parce que ce qui se passe à l'Assemblée nationale, dans l'absence de majorité, ressemble beaucoup aux affres de la 4e République. D'où ma question. Est-ce qu'à un moment donné, on peut imaginer que d'où ma réponse, je pense que le vrai changement, il sera, si on veut sortir des combinaisons politiciennes, il sera au moment de l'élection présidentielle. Voilà. Rien avant. Ça sera... La configuration actuelle ne vous donne pas un rôle plutôt confortable dans l'Assemblée, du coup ? Je ne dis pas qu'il n'y aura rien avant. Je suis dans l'opposition. J'ai été élu quelque part dans ma circonscription de Nice avec ce mandat. Il n'y a pas de mandat impératif, heureusement, dans nos institutions, mais j'ai été élu sur une attitude et un programme d'opposition au président de la République. Ça ne veut pas dire que je ne conçois pas mon rôle, et d'autant que j'ai des responsabilités nouvelles à la tête d'une famille politique et pas n'importe laquelle. C'est une famille politique qui a donné 5 présidents de la République à la France, qui, derrière le général de Gaulle, a bâti ses institutions, qui a écrit, je pense, les pages les plus réformatrices de notre histoire contemporaine. Simone Veil, aujourd'hui, naturellement, elle a dépassé son appartenance. Elle a, par son parcours, par son aura, par sa dimension, embrassé une dimension nationale, mais elle était membre de ma famille politique. Et on doit le dire, ceux qui ont porté les plus grandes libertés pour les femmes, Lucien Neuwirth, Simone Veil, pour l'égalité, pour l'avancée des droits, ils faisaient souvent partie de ma famille politique, sans parler des pages que j'ai décrites tout à l'heure. Donc, nous avons une responsabilité particulière.
Je suis dans l'opposition, mais je veux porter une opposition utile pour mon pays. Moi, j'ai voté beaucoup de textes à l'Assemblée nationale, quelles que soient les majorités. J'ai été un opposant déterminé à François Hollande, que vous avez reçu, je crois qu'il y a quelque temps, ici même. Mais j'ai voté, il y en a eu 13, je crois, j'ai voté 13 lois contre le terrorisme islamiste portées par la majorité de François Hollande. Je les ai toutes votées systématiquement. J'ai voté beaucoup de textes qui ont été portés dans ce gouvernement, même si j'ai déploré souvent, jusqu'à celui sur les retraites, son manque d'ambition. J'ai soutenu la réforme des retraites. Ça me vaut beaucoup de critiques, mais je considérais que cette réforme, tardive, trop tardive, sans doute mal préparée, est une réforme nécessaire, utile, voire indispensable pour le pays. Donc, vous le voyez, sur des projets, j'ai voté la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. J'ai voté des textes qui vont dans le sens d'une plus grande sécurité des Français. Donc, nous avons une approche sélective. Je vote ce qui me paraît bien pour le pays. Je m'oppose à ce qui me paraît contraire à l'intérêt supérieur de la nation. Pour l'instant, je pense que notre rôle est de conserver une indépendance. J'entends ce qui sous-tend votre question. Est-ce qu'on peut demain rentrer dans une forme d'approche différente, de rapprochement, de coalition? Attention, demain, nous serons dans un nouveau paysage politique. Emmanuel Macron ne pourra plus être candidat à la présidence de la République. Et si l'élection présidentielle avait lieu dimanche, une mauvaise intuition me fait dire qu'il y aurait un risque majeur que le second tour oppose M. Mélenchon à Mme Le Pen. Moi, je me refuse à cette perspective. Et s'il n'y a pas d'alternative à quelque part l'échec du pouvoir actuel, eh bien, on risque de nourrir comme seule alternative ceux qui portent des positions extrêmes. Et ça, personnellement, j'y vois un danger, je me refuse. Je crois avoir démontré dans le débat sur les retraites ma capacité à dépasser les a priori politiques ou politiciens pour servir et pour privilégier l'intérêt général. Ce qui me guide, c'est le bien commun, c'est l'intérêt général, c'est l'intérêt supérieur de notre pays, et je serai toujours dans cette ligne. Alors justement, avant de donner la parole à ça me fait rebondir par rapport à ce que vous venez de dire. Quand on vous entend, on se dit, ce que vous aviez dit au moment de la présidentielle entre Macron et Zemmour, je vote Zemmour, je suis sûr que c'est plus ce que vous pensez aujourd'hui, ce que vous pourriez faire aujourd'hui. Cette question, là aussi, elle est importante, et je sais d'ailleurs, et on en a parlé avec beaucoup d'entre vous ici, cette position, elle a pu soulever une interrogation. Pourquoi j'ai exprimé ce positionnement, et pourquoi, dans la même interview, qui était une interview au grand jury RTL, immédiatement après, le journaliste m'avait posé la question, et si c'était Marine Le Pen, j'avais dit je n'aurais pas la même attitude. Et ma réponse était, moi ce que je souhaite, c'est que un candidat de ma famille politique évite cette perspective au second tour, parce que je suis républicain et que je souhaite que ce soit un candidat républicain qui soit au second tour. Pourquoi j'avais exprimé cette réponse ? Parce que je ne pensais pas que l'on pouvait faire à Éric Zemmour un procès en antisémitisme. Et pour moi, c'était... Il a quand même réhabilité Pétain. Ce débat... C'est ce qui a pu choquer. Ce débat, il a choqué, je l'entends, mais il est... Alors certes, vous allez me dire, il avait ouvert dans un livre, mais il est intervenu après. Il est intervenu au moment où il a été engagé dans la campagne. Il a ouvert cette polémique qui fait, je l'ai dit, que, ayant connaissance de cette polémique, je n'aurais sans doute pas eu la même réponse si j'en avais eu pleinement connaissance. Et vous auriez pu voter Macron ?
cette hypothèse ne s'est pas produite, elle ne se produira plus, donc je crois ne pas avoir à y répondre. Alors je crois que maintenant, merci Éric Ciotti, la parole est à la salle. Alors, on va vous demander de vous rapprocher des micros qui sont dans les couloirs, dans les allées, pour ceux qui veulent... Oui. Bonsoir, Monsieur le Président, Marc Harari. Je vais vous poser une question sans langue de bois, si vous le permettez. Vous avez évoqué la présidentielle 2027. Est-ce que je vous fais déjà mes condoléances pour la présidentielle 2027 ou vous allez peut-être trouver un candidat charismatique, décidé, qui n'est pas Monsieur Wauquiez, mais peut-être Monsieur David Lisnard de Cannes? Je vous ai livré tout à l'heure une part de mon analyse. Je pense que toutes les cartes politiques vont être rebattues puisque le président de la République actuelle ne peut pas se présenter. Premier point. Deuxième point, je pense que le successeur d'Emmanuel Macron ne sera pas dans le camp de ceux qui ont soutenu Emmanuel Macron, qui ont participé avec lui à la politique qu'il a conduite depuis 2017. Donc je pense à ceux qui ont été Premier ministre, je pense à ceux qui ont été ministres jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, le macronisme, c'est une pyramide à l'envers. Elle repose sur la pointe. Il n'y a pas d'idéologie. Le macronisme, c'est le en même temps à droite, en même temps à gauche. C'est une idéologie qui s'adapte finalement à tous les publics, qui peut porter tout et son contraire. Et donc, je suis persuadé que la force de ce moment, c'était Emmanuel Macron lui-même. Voilà. Désormais, il ne pourra plus être candidat. Donc, l'hypothèse que l'on avance aujourd'hui, que les commentateurs avisaient, c'est de dire on va aller vers un duel entre M. Mélenchon et Mme Le Pen. Certains disent que Mme Le Pen sera élue. Je ne sais pas quel serait le résultat dans ce contexte parce qu'on le connaît pas. Donc, nous avons une responsabilité, je dirais, dans l'arc républicain, c'est d'avoir, si on veut éviter cette sombre perspective, un candidat qui s'impose, un candidat qui réunit, un candidat qui rassemble, un candidat qui porte un projet. Pour moi, il ne peut être que dans la droite républicaine aujourd'hui, donc les condoléances. Moi, je me bats pour porter une espérance. C'est vrai que les commentateurs aujourd'hui font assaut de regards pessimistes sur l'avenir des Républicains, mais parce que nous avons cette histoire, parce que nous avons ces valeurs, parce que le pays, je crois, n'a jamais adhéré autant aux valeurs de la droite. Pour moi, la droite, c'est l'autorité, c'est l'identité, c'est la liberté. L'autorité, c'est faire en sorte que la loi républicaine s'applique pour tout et pour tous. Quand on voit ce qui s'est passé cette nuit à Marseille, on peut en douter. L'identité, c'est préserver ce que nous sommes. Nous sommes un pays fruit d'une histoire multiséculaire. Nous sommes un pays aux racines judéo-chrétiennes. Je ne veux pas demain qu'elle soit effacée. Et puis pour moi, la droite, c'est la liberté. C'est la liberté de penser, de croire. C'est la liberté aussi d'entreprendre. C'est le fait que nous ne soyons plus assommés par une bureaucratie, une ténocratie paralysante et que nous soyons asphyxiés par des impôts, des charges qui empêchent les gens de travailler et qui fait que finalement on est dans un modèle où que ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas gagnent à peu près la même chose et qui invite ceux qui justement travaillent à le faire beaucoup moins et invite ceux qui ne le font pas à rester dans un système d'assistance. Donc ça, c'est pour moi, et j'ai le sentiment que ces valeurs, elles sont de plus en plus suivies et de plus en plus soutenues. Donc il y a un petit problème. Voilà. Jamais la France n'a été aussi à droite et jamais on ne s'est aussi éloigné, peut-être, de notre capacité à accéder au pouvoir. Eh bien, mon rôle à la tête des Républicains, c'est d'ouvrir ce chemin. J'ai dit
la procédure que je souhaitais suivre. J'ai dit, lorsque j'étais candidat, le soutien que je souhaitais apporter à Laurent Wauquiez. Après, c'est à Laurent Wauquiez d'ouvrir lui-même, c'est d'ailleurs son intention, son parcours, son chemin, son projet. J'ai beaucoup d'amitié pour David Lisnard. Il a été mon vice-président quand j'étais président du département. Il siège toujours à mes côtés au conseil départemental des Alpes-Maritimes. C'est une voix qui compte. Il a du talent, il y en a d'autres. Et Laurent Wauquiez est un homme d'État, il a beaucoup de talent. Et c'est mon ami. En politique, ça compte aussi d'être fidèle. Bonsoir Monsieur Ciotti. Déjà, merci pour votre intervention et je voulais vous remercier. Jonathan Arfi en a parlé en préambule de tout votre travail vis-à-vis de la préservation et la promotion de la Shoah et de la lutte contre l'antisémitisme en Alpes-Maritimes. On peut voir sur les dernières semaines que vous êtes dans une bonne intelligence avec Emmanuel Macron vis-à-vis de la crise sociale qu'on vit. Il y a quelques années, j'étais à la manifestation à Nice pour Samuel Paty qui avait été organisée par l'UEJF, la section de l'UEJF Nice. Moi, je suis secrétaire général de l'UEJF aujourd'hui. Et à ce moment-là, vous aviez eu des propos qui faisaient un lien direct entre l'immigration et la délinquance. On peut voir qu'aujourd'hui, et depuis pas mal d'années, c'est le jeu de l'extrême droite. Le jeu faire la comparaison entre l'immigration et la délinquance. Moi, j'ai une question parce que, alors je vous remercie de votre intervention, et ma question évolue. J'étais arrivé avec cette question juste avant d'arriver. Votre discours aujourd'hui m'a plu en quelque sorte, mais je voulais savoir si vous assumez encore ces propos, si ça a évolué aussi. Vous parlez de l'extrême droite au second tour, voilà, je voulais savoir si on en est avec ces propos. Non seulement je les assume, mais je pense avoir été précurseur. Parce qu'aujourd'hui, qui tient ces propos? C'est le ministre de l'Intérieur et c'est le préfet de police de Paris. C'est Gérald Darmanin qui a très clairement donné des chiffres qui étaient tabous. C'est le préfet de police de Paris qui les a rappelés. Je crois que ce serait une erreur. Après, on peut trouver des motifs d'explication, c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, statistiquement, il est irréfutable de nier, de refuser de constater le lien entre immigration et délinquance. Quelques paramètres, ce ne sont pas les miens. Hein. Ce sont ni ceux du Front National, ce sont ceux du service statistique du ministère de l'Intérieur et ce sont ceux des États judiciaires du ministère de la Justice. Aujourd'hui, dans nos prisons, il y a 72 000 détenus écroués, hébergés, ça veut dire ceux qui sont placés sous main de justice mais qui sont en prison. Il y en a 25% qui sont de nationalité étrangère. 25%. Il n'y a pas 25% d'étrangers dans la population française. On est autour de 9%. Donc il y a une surreprésentation en prison. Quand on regarde certains faits de délinquance dans les grandes villes, ce sont les chiffres du préfet de police de Paris, on monte à 50% des mises en cause dans les actes de délinquance dans le ressort de la préfecture de police, hein, donc dans Paris et la Petite Couronne. 50% des mis en cause. C'est à peu près, sont de nationalité étrangère. Je ne parle pas de ceux qui sont d'origine étrangère. Parce que d'abord, on n'a pas le droit de le faire, puisque les statistiques ethniques n'existent pas, ce qui, à mon avis, est une erreur. Mais là, on pourrait atteindre des taux qui sont beaucoup plus élevés. Beaucoup plus élevés. Donc la réalité, aujourd'hui, c'est un fait statistique. Et vous pourriez poser cette question à Gérald Darmanin. Aujourd'hui, plus personne ne conteste réellement, sauf un peu l'extrême gauche, cette réalité. Et il faut la regarder en face pour y apporter des réponses. Et moi, je le dis, aujourd'hui, nos flux migratoires sont trop importants. Et parce qu'ils sont trop importants, ils nous placent dans l'incapacité
d'intégrer ou d'assimiler, ce que je préfère, aux valeurs de la République, ceux qui arrivent de l'extérieur et qui, par là même, eh bien, sont aux prises dans des territoires à une mise sous tutelle de communautés qui sont dangereuses, à l'islamisme, mais aussi à des réseaux de délinquance. Donc c'est un problème qu'il faut attaquer à la racine. Il y a trop de titres de séjour aujourd'hui, 320 000 titres de séjour, record absolu, ont été accordés en 2022, auxquels il faut rajouter 164 000 titres de demandeurs d'asile, donc on est quasiment à 500 000, auxquels il faut rapporter les mineurs pudiquement appelés non accompagnés, qui sont des mineurs dont on n'est pas sûr d'ailleurs qu'ils soient mineurs étrangers en situation irrégulière. Je sais de ce dont je parle, puisqu'en tant que conseiller départemental des Alpes-Maritimes, on accueille ces mineurs isolés dans nos structures et ils n'ont jamais été aussi nombreux. Ils sont près de 800 dans les Alpes-Maritimes, dans des foyers financés de par la loi par le département. Donc on a ces niveaux records atteints en matière migratoire et qui mettent en péril le modèle d'assimilation républicaine et qui conduisent à ces excès. Donc, je le dis, il faut qu'on ait une réponse très adaptée, il faut limiter les flux d'entrée, il faut être intransigeant avec ceux qui, de nationalité étrangère, commettent un délit. Quand on rentre en France, quand on reçoit un titre de séjour, c'est un pacte de confiance qui est passé entre une personne et la République. Si ce pacte de confiance est déchiré par un acte de délinquance, la République doit en tirer les conséquences par une expulsion immédiate. Je pense qu'en la matière, on ne doit pas faire preuve de naïveté. Je crois que vous savez... Alors, une petite question pour compléter sur ce sujet. Qu'est-ce que LR peut faire pour éviter l'accès un jour du Rassemblement national au pouvoir? Comment vous pouvez, sur ces sujets-là, incarner une digue? Nous devons porter ces valeurs sans sombrer dans la dialectique qui nous a longtemps empêchés de les assumer. Nous devons porter avec fierté des valeurs d'autorité, sans naïveté. Nous devons tourner le dos à la naïveté parce que, voilà, vous parliez tout à l'heure d'Éric Zemmour, mais moi, je suis allé pendant la campagne présidentielle soutenir Valérie Pécresse en Israël. Quand j'ai traversé, il y avait Lucien, les rues de Netanya, il y avait 8 personnes sur 10 me disaient pourquoi vous ne soutenez pas Éric Zemmour. Voilà. Donc le message, il faut pas les occulter, il ne faut pas cacher le constat. Voilà. Et s'il y a ces réactions, c'est parce qu'il y a des inquiétudes, c'est parce qu'il y a des problèmes qu'on n'a pas traités ou qu'on a mal traités, notamment lorsqu'on était au pouvoir, c'est parce qu'on n'a peut-être pas apporté les réponses suffisamment fortes en matière d'immigration, suffisamment fortes en matière de sécurité, et que du coup, on a laissé un espace très largement ouvert avec des sujets qu'on n'osait plus aborder. Eh bien, il faut aborder ces sujets, mais non pas de façon déclamatoire, non pas simplement dans la colère ou dans le constat, non pas en surfant sur les peurs, mais en ayant des réponses adaptées, pertinentes, réalistes, mais qui tournent le dos, je le dis, à une forme d'impuissance. Parce que si on n'agit pas, et si tous ceux qui sont dans le bloc républicain sont regardés par une proportion de Français de plus importante, qui n'est pas encore majoritaire, mais qui pourrait le devenir, comme les acteurs de l'impuissance, ils essaieront autre chose. Et donc notre responsabilité, c'est de porter un projet qui s'attaque, qui d'abord ose regarder la réalité en face. Peggy disait, il faut dire ce que l'on voit, mais aussi voir ce que l'on voit. Ça veut dire que pendant longtemps, on a refusé de regarder la réalité en face. Cette réalité, elle est là,
elle porte les germes de la montée de l'islamisme qui a quand même emporté près de 280 de nos concitoyens depuis 2012 dans notre pays, et beaucoup de confessions juives, parce qu'ils étaient juifs. Elle porte le nom aussi d'une forme de délinquance qui s'est propagée dans nos rues, de communautarisme, de ghettoisation. Tout ça, nous devons nous y attaquer sans trembler, sans faiblir, en réarmant aussi l'État régalien. Je cite souvent ces chiffres, ils peuvent apparaître abscons, mais quand je suis né au mi-temps des années 60, le général de Gaulle était président de la République, la France consacrait 6,5% de sa richesse nationale, de son produit intérieur brut, à ses fonctions régaliennes, c'est-à-dire la défense nationale, la sécurité, la police, la gendarmerie, le ministère de l'Intérieur, la justice et la diplomatie. Ce sont les 4 piliers de l'État. Ces missions, on ne peut pas les déléguer au privé. On ne peut pas les déléguer. Elles sont ce qui fait un État. La défense, la sécurité, la justice, la diplomatie. Aujourd'hui, on consacre à ces missions presque 60 ans, pas tout à fait, je vous rassure. Plus tard, on consacre 3% de notre richesse nationale. C'est-à-dire que notre effort de protection, de défense, de sécurité, de justice a été divisé par 2. Et en même temps, notre effort pour ce qu'on appelle les dépenses sociales est passé de 12 à 32% de notre richesse nationale. Donc nous avons un État qui, sur certains volets, est devenu obèse, là où on aimerait qu'il soit beaucoup plus allégé pour favoriser la liberté d'entreprendre, de moins redistribuer ce qu'on prélève par l'impôt. Et de l'autre côté, ce pourquoi l'État est fait, eh bien, c'est dramatiquement affaibli jusqu'à se transformer cet État puissant en État impuissant, un léviathan impuissant, un État squelettique. Eh bien, le rôle des Républicains, c'est aussi de réarmer l'État, de réaffecter les moyens là où on en a besoin, de faire en sorte que notre armée retrouve sa place. On va voter dans quelques jours la loi de programmation militaire. Que la justice retrouve des moyens pour fonctionner, que la sécurité soit aussi dotée en moyens humains, budgétaires, matériels, juridiques, de puissants leviers d'action et non pas de moyens qui signent dramatiquement l'impuissance de l'État. Voilà ce que l'on doit faire. On doit être plus fort là où on a démissionné et on doit être plus léger là où on écrase les Français d'impôts et de charges. Madame en rouge, vous souhaitiez poser une question. Bonsoir Monsieur Ciotti, bonsoir à tous. Ça n'est pas vraiment une question, c'est un avis. Je voudrais vous dire ce que je pense du Parti des Républicains. Alors attendez, la règle est de poser une question. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez formuler une question, s'il vous plaît? Si vous voulez. Je voudrais quand même dire que j'avais voté pour Nicolas Sarkozy, qui nous avait énormément trahis et que nous sommes très très nombreux dans ce cas, notamment les personnes qui habitent dans des HLM, puisque tous les juifs ne sont pas très riches et n'habitent pas dans des arrondissements comme le 16e ou le Valois. Et je peux vous dire qu'à Paris, il y a un grand nombre d'immeubles qui ont été transformés en HLM, avec le changement de population qui s'en est suivi, et le changement également... Quelle est votre question, madame? Oui, je vais la poser, monsieur. Le changement dans certains quartiers de tous les commerces qui sont devenus des commerces halal, la population qui a radicalement changé. Nicolas Sarkozy nous avait trahis puisqu'il a participé à ces lois qui ont fait qu'il y ait des HLM dans toute la France maintenant, dans tous les villages de France. Et donc, ma question, effectivement, est... Qu'est-ce qui change maintenant avec vous? Je me félicite de votre élection, entre parenthèses, je m'en félicite vraiment, mais on a été tellement trahis par Nicolas Sarkozy, en qui on avait confiance, que je me pose la question de savoir ce qui pourrait changer avec vous. Et une autre question aussi... Non, madame, on va laisser répondre à
Oui, mais Éric Ciotti, une seule question, madame, parce que... Non, il y a des Alors, gens qui ont il reste posé deux encore- questions. Il reste encore... Ils auraient dû en poser Je qu'une. voudrais savoir quand même Voilà. pourquoi la droite, au niveau de la communication, est nettement moins efficace que la gauche. La gauche organise des manifestations, la gauche sait se mobiliser. Moi, je suis responsable d'une association dans l'arrondissement Merci. où j'habite à Paris. Madame, merci je voudrais pour votre savoir question. pourquoi la droite On va ne se pouvoir vous répondre. mobilise pas. Alors, Alors, je vous Bon. laisse répondre. Merci. vous avez pointé un sujet important, mais je crois qu'on ne peut pas en faire porter la responsabilité à Nicolas Sarkozy. Voilà, je récuse le mot de trahison. Je pense que l'avenir a quand même... je sais que beaucoup de critiques ont accueilli l'action de Nicolas Sarkozy, que malheureusement, je le dis personnellement, je le déplore, il n'a pas été réélu. Je pense que s'il avait été réélu, la France se porterait mieux. Il a eu à faire face à une crise financière terrible qui a conduit à des choix difficiles. Et ces choix, ils étaient d'autant plus difficiles que le regard que portait à l'époque la Commission européenne sur nos politiques budgétaires n'était absolument pas la même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère du quoi qu'il en coûte, qui a permis de dépenser sans compter, et sans doute de façon utile pour sortir de la crise. Mais c'est beaucoup plus facile de dépenser que d'arrêter la dépense. Et le temps est en train de revenir où il va falloir retrouver le sens des réalités, parce qu'on ne peut pas dépenser sans compter un argent qu'on n'a pas. On ne peut pas voter un budget de la nation avec 450 milliards d'euros de dépenses et 300 milliards d'euros de recettes chaque année, ce qui a conduit à un mur de dette de 3 000 milliards d'euros de dette, ce qui conduit, avec l'augmentation des taux d'intérêt, à faire que le premier budget de l'État, c'est celui du remboursement de la dette, plus élevé que celui de l'éducation nationale, et que si on continue, on va être totalement asphyxié, là où on a environ 50% de dette de plus que nos principaux concurrents. Donc pour dire que nous avons vécu quand même des périodes différentes, il y a eu sans doute des erreurs qui ont été commises, on n'est peut-être pas allé assez loin, j'en ai parlé sur l'immigration, sur la sécurité, sur certains sujets, mais nous étions dans un contexte extraordinairement difficile où, rappelez-vous, à l'époque, la question était de savoir si vous pourriez aller récupérer vos économies à la caisse d'épargne ou dans vos banques face à l'effondrement du système bancaire international. Et s'il n'y avait pas eu Sarkozy, je ne suis pas sûr qu'on s'en serait sorti de la même façon. Donc, j'ai quand même cette réaction. Sur ce que vous évoquez, je ne sais pas si c'est lié aux HLM. Les HLM, c'est la loi SRU. Ce n'était pas Nicolas Sarkozy qui était président de la République quand cette loi a été portée. Elle le précédait largement. On aurait pu la supprimer, on aurait pu la réformer. Mais je crois que là n'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est la communautarisation de certains territoires de la République. C'est vrai dans l'Est parisien, vous l'évoquez, entretenu par la maire de Paris, il faut bien le dire, pour des raisons électorales. C'est vrai dans un département tout entier comme la Seine-Saint-Denis. Donc voilà, moi j'ai eu l'occasion de dire, et je l'avais dit parce que ça m'avait été rapporté par des membres de la communauté juive de France, en disant il n'y a quasiment plus un enfant juif dans une école publique de Seine-Saint-Denis. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Voilà. Ça m'a valu d'ailleurs, vous savez, les fact-checking, au journal de 20h, je crois que c'était TF1 ou France 2, il y a 4 ou 5 ans, en disant non, c'est pas vrai, il en reste quelques-uns. Bon, voilà. Bon. Mais ça veut dire quoi? C'est qu'il y a des territoires qui sont, et c'est ce que vous voulez pointer, qui sont en prise au communautarisme. Eh bien ça, il faut casser ces ghettos. Et l'accumulation de HLM au même endroit, d'ailleurs Valérie Pécresse avait porté une proposition intelligente qui est de dire on interdit un certain nombre de logements sociaux au-delà d'un certain seuil dans des villes ou dans des territoires. C'est ce qui se passe au Danemark aujourd'hui. Il y a une loi anti-ghetto. C'est un gouvernement social-démocrate qui l'a portée. Comme il a porté des mesures très restrictives contre l'immigration,
qui, si on les appliquait en France, on dirait qu'elles sont d'extrême droite. Pourtant, c'est un gouvernement socialiste qui le fait au Danemark, où il est même allé jusqu'à déléguer l'examen des demandes d'asile dans des pays étrangers, contre rémunération. Bon, j'ouvre et je referme cette parenthèse. Donc, la ghettoisation, la mixité sociale, on a souvent promu la mixité sociale. C'est pour ça qu'on demandait un seuil minimal d'HLM. Mais quand on a aujourd'hui dans des villes 80% de logements sociaux, qu'on a la même catégorie de population, eh bien la mixité, elle se fait à l'envers. Voilà. Et là, ça pose un problème pour la cohésion des valeurs de la République. Et vous avez raison de le souligner. Alors, on va prendre les 2 dernières questions en même temps pour pouvoir ensuite laisser Éric Ciotti nous répondre. Bonjour, monsieur. C'est à moi. Allez-y. Bonjour, monsieur. Oui, je voudrais savoir, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait un problème d'assimilation avec certaines ethnies. Qu'est-ce que vous voulez entendre par cela? En Angleterre, par exemple, on voit un Premier ministre indo-pakistanais. Qu'est-ce que vous avez voulu entendre en disant qu'il y a un problème d'assimilation avec certaines ethnies? Je propose qu'on prenne toutes les questions, comme ça vous pourrez répondre à l'ensemble des dernières questions. Monsieur. Bonsoir, monsieur Ciotti. Je suis président des Jeunes Républicains de la Sorbonne. Et aujourd'hui, être de droite à 20 ans, c'est compliqué, mais alors à la Sorbonne, c'est de l'ordre de Koh-Lanta. La Sorbonne qui d'ailleurs est bloquée depuis 3 semaines. Donc moi, j'ai une question pour vous. Comment faire pour parler à cette jeunesse qui, j'ai l'impression, s'extrémise de plus en plus, que ce soit à droite ou à gauche, mais surtout à gauche aujourd'hui? Comment faire pour apporter de la nuance à des gens qui considèrent que Jean-Luc Mélenchon est un homme de droite? Et au fond, comment parler à cette jeunesse? Comment combattre la demi-mesure d'Emmanuel Macron sans tomber dans la démesure d'un Éric Zemmour ou d'une Marine Le Pen? Au fond, comment est-ce que notre parti politique, les Républicains, peut à nouveau parler aux jeunes? Et madame? Bonjour Monsieur Ciotti. Bonjour Monsieur Ciotti. Je suis très heureuse de vous voir aujourd'hui parce que vous l'avez dit tout à l'heure, entre les mains, probablement, en tant que chef des Républicains, les clés pour la prochaine élection présidentielle. Alors, je vous pose cette question parce que mon métier, c'est le conseil en stratégie et notamment l'anticipation des risques, on va dire. Alors, la question que je voudrais vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que vous-même et votre famille politique, mais surtout vous, puisqu'on parle de vous, vous avez en fait en ce moment 2 préoccupations, le chef de l'opposition dans la vie de tous les jours, on va dire, et puis la préparation de l'élection. Alors, est-ce que vous êtes sensible au fait que d'ici 4 ans, beaucoup de choses peuvent arriver? On a vu les émeutes dans les rues. Le président Macron n'est qu'un homme. Il peut aussi avoir un souci. Et donc, est-ce que vous êtes sensible au fait que la préparation de cette élection, c'est maintenant? La préparation, trouver un homme qui donne au peuple l'appétit pour sa personne, qui est une envie de régner, on va dire, et aussi qui soit appuyé par un parti et qui soit capable aussi de s'allier avec des gens comme Édouard Philippe, par exemple. Merci beaucoup. Voilà, alors, 3 questions un peu différentes. Sur la question de l'assimilation et de la comparaison avec la Grande-Bretagne ou les États-Unis. La différence profonde, c'est la France et le modèle républicain. Voilà. La Grande-Bretagne, comme les États-Unis, se sont construits autour de communautés qui ont vécu côte à côte, de communautés ethniques. C'est le modèle américain, où vous avez la communauté afro-américaine, vous avez les hispaniques qui sont soudés par, je dirais, le même attachement à la nation. Le modèle français, il est différent. C'est la loi de 1905, c'est le modèle, le moule républicain, le creuset républicain, autour des valeurs de la République qui ne font pas de différence entre les communautés ethniques ou religieuses. Donc la France, elle ne s'est pas construite autour de communautés ethniques. Et ceux qui ont fait la France venant de l'étranger, notamment entre les 2 guerres mondiales, où il y a eu une vague d'immigration extrêmement importante, une immigration essentiellement d'origine européenne, c'est vrai,
il y a eu une volonté. Moi, je suis élu et né dans une ville où l'immigration italienne a pris une part extrêmement importante et où la mission des familles italiennes qui arrivaient à Nice, c'était de transmettre à leurs enfants l'adhésion totale aux valeurs françaises, en gommant quelque part un peu leur origine. C'était ce parcours d'intégration ou d'assimilation à la France, à l'adhésion aux valeurs de la République, à l'histoire de France. Aujourd'hui, on est, et c'est là où je pense qu'il y a une menace pour cette cohésion, dans les vagues migratoires qui arrivent. D'abord, je pense parce qu'elles sont quantitativement trop nombreuses. Il n'y a plus ce chemin, sans doute parce que la France n'a pas posé les règles en arrivant, il n'y a pas ce même chemin d'intégration aux valeurs de la République, d'adhésion à une nation. Bref, on n'a pas su, ou on n'a pas pu, ou ceux qui sont arrivés n'ont pas voulu faire aimer la France. Pour moi, l'assimilation, c'est aimer la France. C'est aimer son histoire, c'est aimer ses valeurs, c'est respecter ses règles, c'est respecter ses usages, c'est notre creuset républicain. Et donc, le modèle anglais, il est très différent. Et je pense qu'il est en train de prendre une évolution dangereuse que les Anglais sont en train de mesurer et qu'ils essaient d'ailleurs en posant des limites à la libre entrée de tous les flux migratoires. Le fait que dans la justice britannique, la charia, il y ait désormais des tribunaux qui se basent sur la charia, me paraît personnellement une évolution terrifiante. Voilà, une évolution terrifiante. En tout cas, je disais tout à l'heure qu'on ne juge pas forcément les pays venant de l'extérieur, mais pour moi, c'est préoccupant et c'est en tout cas une évolution qu'à aucun prix je ne voudrais pour la France. Sur les deux autres questions. Sur les jeunes, voilà. Merci au président des jeunes républicain qui est là, que je connais bien, que je remercie. On a un défi majeur pour les Républicains, c'est un chantier qui me préoccupe, qui m'occupe, c'est à nouveau de parler à la jeunesse. Alors la jeunesse, elle est dans nos universités, dans nos grandes écoles. La jeunesse, c'est aussi un état de vie. Aujourd'hui, quand on regarde les enquêtes d'opinion, il y a très peu de jeunes qui nous soutiennent. Voilà. Et beaucoup sont désormais à l'extrême gauche, d'autres sont à l'extrême droite. Donc un des défis, c'est de reparler à la jeunesse. Voilà. Et peut-être de parler avec des sujets qui intéressent la jeunesse. Peut-être de regarder plus loin, de leur donner une perspective. Et c'est un immense chantier. Il faut qu'on parle d'éducation. Il faut qu'on parle d'environnement. Il ne faut pas laisser le monopole de ces sujets aux extrêmes. Et c'est un défi majeur. Il faut que vous nous y aidez aussi. Il faut que les jeunes aient plus de responsabilités dans notre famille politique. Il faut qu'on se saisisse des grands enjeux du moment, des peurs de l'avenir, et le défi climatique en est un. Il faut qu'on redresse notre système éducatif qui s'est effondré. Tous les classements internationaux le démontrent. Il faut qu'on redonne de l'espérance aussi à la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, moi je fais partie d'une génération qui, comme la plupart d'entre nous ici, je vous vois tous très jeunes, je ne sais pas s'il y a des retraités, mais on regardait l'avenir comme une espérance. Aujourd'hui, les jeunes regardent l'avenir comme une menace, voilà, une inquiétude. Et ils ont tendance à se raccrocher à ceux qui vendent ou du rêve ou qui décrivent un horizon plus prospère. Voilà, donc cet enjeu, il est stratégique pour nous, parce que si on ne relève pas le défi de la jeunesse, on n'aura pas d'avenir. Et ça me conduit à répondre à la dernière question sur notre stratégie. Oui,
la présidentielle, elle se prépare maintenant. C'était d'ailleurs tout mon axe de campagne à la présidence des Républicains, parce qu'il faut qu'on donne des perspectives maintenant. Moi, je ne crois pas, comme on l'a fait les 2 dernières fois, que grâce aux primaires, ou à cause des primaires, on choisit notre candidat 4 mois avant l'élection présidentielle. Voilà. Moi, je pense que le candidat, il se choisit, il se prépare, il se fabrique, il se module le plus tôt possible. Je ne crois pas un seul instant, et ça a été d'ailleurs mon axe majeur de campagne à la présidence des Républicains, je souhaite qu'on supprime les primaires, et je souhaite surtout qu'on supprime les primaires tardives. On ne peut pas choisir face à M. Mélenchon, qui est installé depuis des décennies dans la vie politique, face à Mme Le Pen, dont elle ou son père sont installés depuis des décennies dans la vie politique, on ne peut pas choisir le candidat qui doit porter l'espérance de l'alternance 4 mois avant le premier tour du scrutin présidentiel. La primaire des Républicains, j'y étais. Le deuxième tour, je crois que c'était le 11 décembre. Et le premier tour de la présidentielle, c'était fin avril. Donc on avait, avec les fêtes qui stérilisaient 3 semaines, on avait 3 mois et demi de campagne. Voilà. Comment on peut remonter un tel handicap? Face à nous, on avait un président de la République sortant et on avait M. Mélenchon et Mme Le Pen. Voilà. 3 dinosaures, mastodontes, vous les appelez comme vous voulez, mais on ne luttait pas à armes égales. Donc, bien sûr qu'il faut se préparer en amont, bien longtemps en amont, qu'il faut porter un projet d'idéologie très puissante, très novateur, en rupture, qui se saisissent de tous les problèmes, qui parlent de tous les sujets, ceux que j'évoquais, ceux qui nous sont plus traditionnels, l'autorité, l'identité, l'immigration, la sécurité, ceux qui portent à une responsabilité économique pour mieux gérer l'argent public, mais aussi des sujets nouveaux, majeurs, importants, l'environnement, le climat, l'éducation, la santé, le logement, vous en avez parlé, madame, la vie quotidienne. Il faut qu'on parle aux Français qui souffrent de vivre dans des logements indécents, dans des ghettos. Il faut qu'on parle aux Français qui ont des problèmes pour se soigner, où il faut attendre quelquefois plusieurs mois avant d'obtenir un rendez-vous chez un spécialiste ou d'obtenir une séance pour passer un scanner ou un IRM. Il faut qu'on parle d'éducation. Bref, il faut qu'on parle de tous ces sujets. C'est ça qui est devant nous. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Soyez assurés de ma sincérité dans cette démarche. Je crois que les Républicains ont un avenir pour porter une France qui, elle aussi, n'est pas condamnée au déclin et au déclassement. Merci de m'avoir écouté. Merci, cher Éric Ciotti, de cette intervention ce soir aux Amis du CRIF. Merci Frédéric Aziza d'avoir conduit cet entretien. Merci à tous.